Tout d'abord, merci à Dorothée, merci pour ton invitation, merci pour cette belle présentation aussi. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir en ligne. Ça n'a pas la même saveur qu'en réel, mais néanmoins, je suis très contente de partager ce moment avec vous pour partager ce que l'on fait en hypnose au CHU de Liège et partager un peu les connaissances que l'on a au niveau scientifique, applications cliniques et évidemment les applications en soins palliatifs. Voilà, je ne me présenterai pas plus que ça puisque Dorothée l'a fait. Juste préciser, donc comme Dorothée le disait, j'ai cette double casquette qui m'amuse beaucoup d'être à la fois clinicienne et je travaille au Centre interdisciplinaire d'algologie du CHU de Liège et l'autre casquette de chercheuse qui me permet ainsi de diriger une équipe que vous avez ici représentée en photo, le Sensation and Perception Research Group, qui est une équipe très féminine comme vous le voyez. Et qui a pour objectif d'étudier les approches complémentaires basées sur les états de conscience modifiés et de voir comment nous pouvons les transférer en clinique pour les mettre au service des patients et en même temps comprendre les processus. Alors, je vais vous mettre juste peut-être un peu sur le côté pour que vous voyez les slides en entier. Ce que je propose peut-être, c'est, comme le disait Dorothée, de garder vos questions pour la fin. Il y aura juste un petit moment où j'aurai besoin d'interagir avec vous et on le fera via le chat de Zoom. Et sinon, on peut échanger avec plaisir à la fin. Donc, je vais vous parler tout d'abord en quelques mots de ce qu'est la conscience. Je vais être bref, ça sera un résumé puisque peut-être que certaines personnes ont assisté à la présentation de mon collègue Leandro il y a quelques semaines. Donc, je ne vais pas reprendre tout en détail, mais j'ai quand même envie de vous donner un résumé parce que pour comprendre l'hypnose, c'est important de pouvoir avoir les bases au niveau des processus neurophysiologiques de la conscience. Je parlerai ensuite d'hypnose pour la définir plus précisément. L'application que l'on peut faire en douleur aiguë avec l'hypnose, en douleur chronique, en oncologie, et finalement, quelles sont les applications en soins palliatifs. Et donc, toutes ces thématiques, et je parlerai aussi de la combinaison réalité virtuelle et hypnose, et toutes ces thématiques vont être abordées d'un point de vue scientifique. Donc, je vais essayer de vous montrer les études qui ont été réalisées pour objectiver les intérêts de l'hypnose, de la réalité virtuelle et l'hypnose dans les différents contextes que je vais aborder au cours de cette présentation. Donc, la première chose, qu'entend-on par conscience d'un point de vue neuroscientifique? Donc, je ne rentre pas dans des débats philosophiques ici. On sait maintenant par beaucoup d'études que la conscience, elle peut être divisée en deux composantes principales, le niveau d'éveil, qui est pris en charge par les structures sous-corticales que vous avez ici représentées sur ce graphique, et l'expérience subjective, c'est-à-dire le contenu de la conscience, qui est globalement pris en charge par ce réseau fronto-pariétal que vous avez représenté là. Et ces deux niveaux composantes de la conscience sont corrélés. Et au sein même de ce réseau de la conscience, on peut le subdiviser en deux sous-réseaux, le réseau de la conscience interne et le réseau de la conscience externe, ou aussi appelé le réseau de la conscience de soi, la conscience que vous avez de vous-même, qui est reliée à ces régions plutôt internes, moyennes et préfrontales, et le réseau de la conscience de l'environnement qui est représenté ici en rouge, et je vais vous montrer ça un peu plus en détail après. Donc ici, au niveau de la conscience interne et externe, ou conscience de soi et de l'environnement, vous savez intuitivement que si, pour l'instant, vous êtes très concentré sur mes paroles, sur le contenu des dias, vous allez être très peu dans votre tête, donc votre niveau de conscience de soi diminue. Au contraire, par contre, si vous commencez à réfléchir à ce que vous allez faire demain, au repas que vous allez préparer, etc., votre conscience de soi va être très élevée. Mais par contre, le message que moi je vous donne verbalement, ou les informations visuelles vont être moins, vous allez moins les percevoir, donc vont être diminuées. Donc intuitivement, on sait qu'il y a une espèce d'anticorrélation entre conscience de soi et conscience de l'environnement. Mais on a voulu l'objectiver et le vérifier dans cette étude réalisée avec des volontaires sains, à qui l'on a demandé de s'installer devant un clavier d'ordinateur et de, à chaque fois qu'ils entendaient un bip, simultanément évaluer l'intensité de leur conscience de soi et de leur conscience de l'environnement sur une échelle de 0 à 3. Et ce qu'on a pu observer en état de conscience normal, que l'on appelle aussi état de conscience ordinaire, c'est qu'on a une belle balance entre la conscience interne de soi représentée en bleu et la conscience externe ou de l'environnement représentée en rouge.
Ce qui veut dire plus précisément, comme vous le voyez ici, donc en pointillé, vous avez à chaque fois que le sujet a rapporté un haut niveau de conscience interne et la ligne pleine représente le niveau de conscience externe. Et vous voyez qu'à chaque fois que la conscience interne est élevée, simultanément, le niveau de la conscience externe est diminué. Et inversement, par exemple, ici, vous voyez que quand la conscience externe est élevée, la conscience interne est diminuée. Donc, on a une belle anticorrélation au niveau du vécu subjectif de la personne en état de conscience normale, avec un switch naturel de 20 secondes. Ça veut dire que naturellement, spontanément, on switch toutes les 20 secondes entre interne et externe. Et simultanément à ces rapports phénoménologiques, donc cette évaluation subjective, on a enregistré l'activité cérébrale de ces personnes et on a remarqué qu'il y avait deux réseaux bien distincts. Pour la conscience de soi représentée en bleu, on a les régions ici préfrontales à l'avant du cerveau et le précuneus à l'arrière du cerveau au milieu qui s'active. Et pour la conscience de l'environnement ou externe, représentée en rouge ici, vous avez les régions plutôt temporopariétales bilatérales. Et de nouveau, ces deux réseaux sont anticorrélés. Ça veut dire que quand l'un est très activé, l'autre est déactivé. Et à l'inverse, quand l'autre est activé, le premier est désactivé. Donc, ce qui est ressenti au niveau subjectif se vérifie au niveau neuronal. Et ça va être important. Après, vous allez voir dans les mécanismes de l'hypnose. Et finalement, ça, c'est un petit schéma que je pense que Léandrov vous a présenté qui résume bien la manière dont ces niveaux d'éveil et de vécu subjectif, de contenu de la conscience fonctionnent ensemble. Donc, quand vous êtes conscient, éveillé comme maintenant, votre niveau d'éveil et votre expérience subjective, elles sont à leur niveau maximum. Et puis ce soir, quand vous allez vous installer dans votre lit, devenir de plus en plus somnolent et vous endormir et rentrer dans les différents stades du sommeil, vous voyez que simultanément, le niveau d'éveil et le contenu de la conscience diminuent ensemble. Et déjà dans le rêve, dans le sommeil, on observe quelques dissociations. Dans le sommeil paradoxal, quand vous rêvez, votre contenu de la conscience est plus élevé et votre niveau d'éveil, lui, reste bas. Et dans les rêves lucides aussi, donc ces rêves où vous pouvez contrôler le rêve que vous êtes en train de faire, on observe à nouveau une dissociation entre le contenu de la conscience et le niveau d'éveil. Et puis, on a des états tels que le coma ou l'anesthésie générale, où tant le niveau d'éveil que l'expérience subjective, le contenu de la conscience, sont totalement nuls. Donc, ce sont des patients où vous aurez beau les stimuler au niveau tactile, au niveau auditif, vous n'aurez pas d'ouverture des yeux et vous n'aurez pas d'expression de signes de conscience. Alors, bien sûr, en anesthésie générale, dès qu'on arrête l'anesthésie, la conscience revient et le niveau d'éveil revient. En coma, les patients les plus chanceux vont évoluer vers ce qu'on appelle un état non répondant ou qu'on appelait avant l'état végétatif. Et donc, ce nouveau nom, syndrome d'éveil non répondant, a été proposé pour sortir de cette connotation négative sous le terme végétatif. Là, vous voyez chez ces patients déjà une dissociation plus flagrante entre le niveau d'éveil et l'expérience subjective de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces patients vont ouvrir et fermer les yeux spontanément, mais ne montrer aucun signe de conscience. À nouveau, ces patients peuvent évoluer vers un état de conscience minimale et là, récupérer un certain degré de conscience et de nouveau un niveau d'éveil préservé. Et puis, on a les patients Locked-in syndrome. Donc, ce sont ces patients totalement conscients, mais qui sont enfermés dans leur corps. Et là, vous voyez que leur niveau de conscience est identique au vôtre et au mien. Donc, ce sont des patients qui sont souvent confondus avec des patients en état de conscience minimale ou non répondants, puisque toute la difficulté est de pouvoir détecter cette présence de conscience qui souvent ne se fait que par des petits clignements d'yeux. Et puis, on a l'hypnose. Donc, l'hypnose, en hypnose, on est éveillé, donc ce n'est pas un état de sommeil, mais néanmoins, le niveau d'éveil n'est pas exactement le même que lorsque vous êtes en état de conscience ordinaire. Et le niveau de conscience est élevé également, mais vous allez voir avec des subtilités et des nuances par rapport à l'état de conscience ordinaire. Ce qui me permet d'introduire l'hypnose et de vous expliquer plus précisément ce qu'on entend par hypnose. Donc, j'avais des petites vidéos, mais pour des soucis techniques, je ne sais pas les présenter, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, mes liens sont bloqués.
Ça, c'est parce que j'ai parlé de soucis techniques, alors il n'est pas content. Voilà, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, dans le chat, que vous me disiez ce que vous savez de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose? Je vais arrêter de partager mon écran pour que je puisse voir ce que vous écrivez. Puis on reprendra. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypnose pour vous? Donc, vous pouvez écrire dans le chat et mettre par mots-clés pour qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Qui se lance? Un état de conscience modifié. Une autre idée? Concentration, relaxation, suggestif, état modifié de conscience. Une pratique thérapeutique. Ok, attention dirigée. Je vois qu'il y en a qui l'utilisent, super. Pouvoir travailler avec l'inconscient. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Ok, ben c'est super. Eh ben, je vais repartager mon écran et vous permettre ainsi de voir. Hop. Attends. Hop, voilà. Donc, en effet, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, comme plusieurs personnes ont pu le dire, qui implique, comme j'ai pu le lire aussi, une attention focalisée, ainsi qu'une diminution de la conscience périphérique ou la conscience de l'environnement. Et c'est caractérisé par une augmentation de la capacité à répondre aux suggestions, ce que j'ai lu aussi dans les commentaires que vous avez pu faire. Donc, ce qui est important, et c'est important pour moi de vraiment reclarifier ce qu'est l'hypnose, parce que parfois, on a les images véhiculées par les hypnoses de spectacle, ou par des articles de médias, etc., qui n'est pas forcément l'image correcte. Donc, c'est important de bien comprendre que l'hypnose, c'est un talent inné. Ça veut dire que vous avez tous la capacité d'entrer en hypnose et on a chacun de sensibilités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on appelle des virtuoses de l'hypnose qui vont vivre une expérience très riche et très intense, très profonde, avec beaucoup de visualisation, des perceptions même de mouvement ou des perceptions sensorielles très fortes. Et puis, la majorité d'entre nous, nous sommes ce qu'on appelle des apprentis de l'hypnose. Donc, on va vivre une expérience différente de l'état de conscience ordinaire, parfois avec moins de détails sensoriels, mais néanmoins, on va vivre une expérience qui nous semblera différente de l'état normal de conscience. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que l'on se met soi-même en hypnose. Donc, on a parfois, par ces hypnoses de spectacle, l'impression qu'il y a un hypnotiseur qui a ce pouvoir de vous hypnotiser et de vous faire faire n'importe quoi. Donc ça, c'est pour le spectacle. La réalité, c'est que l'on décide soi-même de glisser dans le processus hypnotique. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie de vivre l'expérience d'hypnose, c'est vous qui gardez le contrôle, donc vous n'allez pas rentrer dans le processus. Donc, on glisse soi-même dans le processus hypnotique en acceptant ou pas de suivre les suggestions de la personne qui pratique l'hypnose. La réalité également, c'est que dans cet état particulier, les capacités d'analyse et de raisonnement, donc les capacités de jugement, sont diminuées. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cet état particulier, puisqu'on va pouvoir utiliser les suggestions particulières pour arriver à un objectif décidé avec le patient. On peut vivre une modification de la perception du temps. Souvent, le temps paraît plus long, parfois plus court. On observe aussi une augmentation de la crédibilité puisque les suggestions sont acceptées telles qu'elles sont données. Il n'y a pas de réflexion sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On accepte les suggestions telles qu'elles sont données par le professionnel qui pratique l'hypnose. Et on peut observer également une modification de l'accès en mémoire avec un accès à des souvenirs parfois que l'on avait l'impression d'oublier, ou parfois aussi dans certaines pratiques thérapeutiques, on peut utiliser la régression en âge pour aller chercher des souvenirs qui sont très lointains.
Par rapport à la définition propre de l'hypnose, on dit aussi qu'il y a 3 composantes, et je vous les donne parce que vous allez voir que dans les études, on va reprendre ces 3 composantes. Une composante d'absorption, c'est cette capacité à s'impliquer complètement dans l'expérience qui est vécue. La dissociation, alors ça peut être des dissociations au niveau des sensations corporelles, mais aussi une dissociation par rapport à l'environnement qui entoure, la réalité ici et maintenant. Et la suggestibilité, qui est cette capacité d'accepter et de suivre les instructions et les suggestions qui sont données. Et pendant tout un temps, on s'est posé la question de savoir, est-ce que l'hypnose, c'est de l'imagerie mentale? Est-ce que ce n'est pas simplement la même chose que de fermer les yeux et de se souvenir d'un souvenir agréable, et ça fait qu'on vit le moment présent de manière différente? Donc, on a vérifié, bien entendu, cette proposition, et on a demandé à des sujets volontaires d'évaluer leur niveau d'absorption, de dissociation et l'intensité de leur pensée externe, donc liée à l'environnement, dans 3 conditions. Donc, en état d'éveil conscient ou conscience ordinaire, en état de conscience ordinaire, mais en s'imaginant un souvenir agréable, c'est l'imagerie mentale, et en état d'hypnose, en reprenant ce même souvenir agréable. Donc, vous voyez ici que aussi bien l'absorption que la dissociation sont significativement plus importantes en état d'hypnose qu'en imagerie mentale en gris ou en état de conscience ordinaire où on ne fait rien de particulier en blanc. Par ailleurs, on voit que l'intensité des pensées externes que vous avez ici est fortement diminuée en état d'hypnose par rapport à l'imagerie mentale en gris et l'état de conscience ordinaire en blanc. Donc, clairement, au niveau subjectif, au niveau du vécu de la personne, ce ne sont pas les mêmes états, l'état d'hypnose et lorsqu'on est en train de s'imaginer des souvenirs de manière spontanée. Et on a remarqué aussi ces différences au niveau cérébral. Donc ici, dans cette étude en PET scan, on a enregistré l'activité cérébrale à nouveau de volontaires sains dans les 2 conditions, hypnose et imagerie mentale, et on a comparé les deux conditions. Et ce que l'on a observé, c'est qu'en hypnose, on a plus d'activité cérébrale au niveau occipital, donc les régions liées à la perception visuelle, au niveau des régions motrices, au niveau des régions préfrontales. Alors qu'en imagerie mentale, vous voyez qu'on a plus d'activité au niveau des régions plutôt temporales et mésiofrontales. Donc, ce que l'on peut en déduire face à ces résultats d'imagerie cérébrale, c'est que dans le cerveau, tout se passe comme si la personne était réellement en train de voir des choses, de bouger, et donc de vivre le souvenir qu'il a décidé de vivre en hypnose, ce qui corrobore bien le vécu subjectif des personnes qui vivent cet état-là. Donc, à nouveau, l'imagerie cérébrale permet de bien distinguer les 2 états, hypnose et imagerie mentale. Puis maintenant, si je reviens à cette conscience interne et conscience externe, donc conscience de soi et de l'environnement, rappelez-vous, en état de conscience ordinaire, on a un bon équilibre entre ces 2 types de conscience. Et vous voyez qu'en hypnose, en bleu ici, le niveau de la conscience interne est fortement augmenté, alors que le niveau de la conscience externe, lui, est diminué, voire fortement diminué avec certains sujets qui disent ne plus percevoir l'environnement qui les entoure. Et on voit, ici sur ce graphique, que le switch naturel dont je vous parlais tout à l'heure, qui était de 20 secondes en état de conscience ordinaire, est plus lent, il est de 33 secondes en état d'hypnose. Donc, il y a une modulation qui se fait au niveau de ces 2 types de conscience dans cet état, avec de nouveau ces corrélations avec l'activité cérébrale, puisque, comme vous pouvez le voir ici, donc en jaune-orange, vous avez l'activité cérébrale liée au réseau de la conscience de soi, en état de conscience ordinaire, état de conscience normal, et juste en dessous, en état d'hypnose. Donc, vous voyez qu'on n'a pas la même activité au sein du réseau de la conscience de soi. Et au niveau de la conscience de l'environnement, en bleu, à droite, vous voyez ici en état de conscience normale, et en état d'hypnose, vous voyez qu'il y a une diminution très forte. Donc, au niveau de la conscience de l'environnement, c'est vraiment une diminution drastique. Au niveau de la conscience de soi, c'est un peu plus subtil. C'est davantage, c'est pas autant un processus on-off, c'est plutôt une modification de la connectivité, donc une modification de la manière dont les régions vont communiquer entre elles. Particulièrement, on voit qu'il y a une diminution de cette connectivité entre le cortex cingulaire postérieur et les régions parahippocampiques, représentées en bleu sur ces images, et une augmentation de la connectivité au niveau des régions préfrontales et temporales.
Donc, on voit, oui. Et donc, on voit que c'est plutôt une modulation de la manière dont ce réseau de la conscience interne va fonctionner qui se passe en hypnose. Puis dernièrement, ici récemment, on s'est intéressé à l'activité cérébrale électrique de sujets volontaires sains, de nouveau dans 2 conditions. Donc, la condition baseline, c'est simplement les yeux fermés et penser à n'importe quoi en état de conscience normale, et la condition d'hypnose, les yeux fermés avec des suggestions hypnotiques. Et ce que l'on peut observer, donc ça a été enregistré avec un EEG à haute densité. Vous avez ici la photo d'un de nos collègues qui porte ce casque où il y a 256 électrodes. Ce que l'on peut observer, c'est des différences particulièrement au niveau des rythmes delta, des rythmes alpha et bêta 2. Et ce qui est intéressant en fait de voir ici, on l'a représenté sous une autre forme graphique, c'est de voir qu'il y a une augmentation des rythmes delta spécifiquement au niveau des régions frontales, donc à l'avant du cerveau, et uniquement dans l'hémisphère droit, entre les régions frontales et les régions postérieures cérébrales. Et de nouveau, on voit cette latéralisation, mais ici avec une diminution des rythmes alpha uniquement dans l'hémisphère droit et dans les structures moyennes, centrales, entre les régions frontales et postérieures. Et la même chose au niveau des rythmes bêta, on voit que c'est uniquement hémisphère droit et les régions centrales, entre les régions préfrontales et frontales et postérieures, et également au niveau frontal entre les régions de ce cortex frontal droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est une manière de montrer que l'hypnose va jouer un rôle spécifique, va moduler spécifiquement ces régions cérébrales, et on sait que ces régions cérébrales sont notamment impliquées dans les mécanismes de l'attention. Et donc, il y a d'autres études qui montrent également que les processus liés à l'attention que l'on porte sur les choses sont modifiés lorsqu'on est dans cet état-là. Donc, c'est pour vous illustrer qu'en hypnose, en effet, le cerveau fonctionne différemment de l'état de conscience ordinaire. Les mêmes numéros, ouais. Alors ici, même si le son, il y a une petite vidéo, mais même si le son n'est pas bon, ça n'a pas d'importance. C'était le visuel qui me permettait d'introduire comment l'hypnose peut être utilisée pour la modulation de la douleur. Les mêmes numéros et le même folklore, de la fameuse planche de fakir jusqu'au parpaing brisé à la massue. Elle est totalement insensible. Donc, avec l'hypnose, ici, c'est de l'hypnose de spectacle, donc c'est pour impressionner, mais la réalité, c'est que grâce à l'hypnose, on peut modifier les perceptions sensorielles. Ici, je vais vous parler de la douleur, mais c'est vrai aussi pour des perceptions visuelles, des perceptions auditives. Donc, il y a de très belles études qui montrent que ça ne se focalise pas uniquement sur les perceptions douloureuses, mais sur d'autres sens également. Donc, au niveau de la douleur, au CHU de Liège, on a développé cette expertise et on a développé plusieurs études qui ont permis de montrer comment la douleur pouvait être modifiée lorsqu'on est en état d'hypnose. Donc, une des premières études, ici réalisée avec des volontaires sains, à qui on a demandé d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de la perception reçue. Donc ici, la stimulation, vous l'avez ici en haut à droite, c'est un thermotest, une petite plaque qu'on met dans la main de la personne et que l'on chauffe à la température désirée. Donc ici, c'était chauffé assez fort pour que ça soit perçu comme douloureux. Et on demandait aux personnes d'évaluer aussi bien la sensation de douleur représentée en blanc ici et la sensation d'inconfort représentée en gris. Dans 3 conditions, donc resting state, c'est état de conscience ordinaire, de nouveau une tâche d'imagerie mentale en état de conscience ordinaire et en état d'hypnose. Et vous voyez qu'en hypnose, aussi bien la perception de la douleur que la sensation d'inconfort sont significativement diminuées par rapport aux 2 autres conditions en état de conscience normale et en imagerie mentale. Donc au niveau subjectif, la perception est différente. On a de nouveau voulu voir ce qui se passait dans le cerveau des personnes, puisque c'est ce qui nous intéresse également, ce sont les mécanismes. Dans cette seconde étude où l'on a utilisé un laser, et dans cette étude, on s'est intéressé à 2 types de stimulations, des stimulations non douloureuses sensorielles, donc qui avaient une intensité de moins de 450 millijoules, et des stimulations douloureuses au-dessus de 450 millijoules dans 2 conditions, état de conscience ordinaire en blanc et en noir en état d'hypnose. À nouveau, vous voyez que la perception des stimulations, qu'elles soient douloureuses ou non,
est significativement moins importante en état d'hypnose par rapport à l'état de conscience normal. Et ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est que maintenant, s'il y a tous, je vous pince la main et que j'enregistre l'activité de votre cerveau, je vais voir ce réseau que l'on appelle le réseau de la douleur s'activer, ce réseau représenté en rouge sur cette dia. Donc, ce réseau de la douleur, il comprend des régions cérébrales liées à la perception sensorielle quand on vous touche, à la perception aussi de l'intensité qui augmente. Plus je vais vous faire mal, plus les insulas vont s'activer, par exemple, et des régions cérébrales liées également aux émotions, comme le cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire toutes ces émotions qui vont avec, si je vous fais mal, de plus en plus mal, à un moment, il y a des émotions qui vont émerger et qui vont faire que vous allez interpréter la stimulation d'une certaine manière. Et en hypnose, si l'on applique exactement la même stimulation, vous voyez qu'au niveau du cerveau, on n'a plus cette activité cérébrale dans ce réseau de la douleur. Donc, il y a vraiment une diminution importante de cette activation, et plus précisément avec un rôle particulier pour ce cortex singulaire antérieur. Donc, c'est cette région cérébrale impliquée dans les processus émotionnels liés à la perception de la stimulation. Et on voit que la connectivité, donc la communication de ce cortex singulaire antérieur avec le reste du réseau de la douleur qui est représenté ici en gris, va être modifié en hypnose, ce qui peut expliquer le vécu subjectif différent des personnes en état d'hypnose. Et ce qui a permis de mieux comprendre aussi pourquoi l'hypnose pouvait être appliquée dans des conditions très particulières, comme vous en avez déjà entendu parler certainement dans les salles d'opération, avec cette technique proposée par le professeur Marie-Elisabeth Fémonville, qui a mis au point cet outil d'hypnosédation. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypnosédation? C'est une combinaison de l'hypnose avec une sédation consciente et une anesthésie locale, qui a permis au CHU de Liège, depuis 1992, de faire plus de 10 000 opérations avec cette technique, avec un haut taux de satisfaction et de réussite pour les patients et pour l'équipe chirurgicale et infirmier autour. Donc, de nouveau, on a voulu voir, c'est bien d'utiliser des outils, mais c'est bien de pouvoir être très objectif sur les bénéfices que cela peut apporter aux patients, pour pouvoir d'une part comprendre, mais aussi ajuster parfois notre pratique pour améliorer encore les outils qui sont proposés aux patients. Donc, dans cette étude, plusieurs variables ont été enregistrées. Donc, le niveau d'anxiété, le niveau de la douleur, la fatigue, le retour au travail. Dans deux conditions, deux groupes. Le groupe contrôle est un groupe en fait de patients qui recevaient l'anesthésie générale et le groupe hypnose en blanc qui recevait la technique d'hypnosédation. Donc, au niveau de l'anxiété, on a mesuré leur anxiété avant, pendant et après l'opération. Ce qui est intéressant, c'était tout à fait aléatoire la manière dont les participants recevaient l'hypnosédation ou l'anesthésie générale. Et vous voyez que les patients qui recevaient l'hypnose étaient plus anxieux avant que le groupe contrôle. Et néanmoins, en post-opératoire, on voit que le niveau d'anxiété est significativement diminué chez les patients qui ont reçu l'hypnose. Au niveau de la douleur, donc dans les deux groupes, de nouveau, on voit une diminution significative de la douleur chez les personnes qui ont bénéficié de l'hypnose. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est de voir qu'au niveau de la fatigue, il y a un impact, pas uniquement le jour même. Donc, les patients en bleu sont les patients qui ont bénéficié de l'hypnosédation et en rose de l'anesthésie générale. Donc, le jour même, on voit que les patients sont significativement moins fatigués, mais on voit cette significativité qui perdure au bout de 10 jours. Et même si c'est plus significatif, au bout de 30 jours, on voit que les patients restent moins fatigués que les patients qui ont eu l'anesthésie générale. Ce qui a permis aux patients, si j'en viens au graphique suivant, aux patients qui ont bénéficié de l'hypnosédation de retourner plus vite au travail que les patients qui ont bénéficié d'une anesthésie générale. Donc vraiment un impact intéressant aussi au niveau sociétal et qualité de vie des personnes qui doivent se faire opérer. Avec aussi cet intérêt de voir qu'au niveau d'effets secondaires comme nausées, vomissements, il y a un intérêt à utiliser l'hypnose. Et vous voyez le taux de satisfaction des patients qui ont bénéficié d'une technique ou l'autre, de l'hypnosédation, il est très élevé et les patients sont tout à fait partants pour bénéficier de l'outil encore par après. Et l'hypnosédation, elle peut être appliquée dans divers contextes. Donc ici, vous avez quelques exemples d'études qui ont réalisé dans des contextes d'opération de la thyroïde, vasculaire,
des opérations au niveau mammaire, colectomie, mais dentaire aussi. Au niveau dermato, on peut aussi faire des accouchements avec l'hypnose. Et même, vous avez un peu plus loin des opérations au niveau cérébral. Et alors, dans un contexte pédiatrique également, cela peut être appliqué. Donc, c'est un outil qui se fait en accord. D'une part, il faut qu'il y ait une demande du patient, mais qui se fait en accord avec l'équipe, avec le chirurgien, avec l'équipe infirmière et l'anesthésiste. Et c'est vraiment un travail d'équipe entre tout le corps médical et le patient qui va permettre d'arriver à un résultat satisfaisant avec cet outil. Et donc, en résumé, parce que ça pose aussi souvent les questions de est-ce que du coup, ça va prendre plus de temps? Est-ce qu'au niveau consommation médicamenteuse, ça change quelque chose? Donc, en résumé, bénéficier de l'hypnose et l'appliquer en chirurgie. Ici, vous avez sur 2597 patients. Ça permet de réduire la détresse émotionnelle, réduire la douleur, réduire la consommation des médicaments. Ça n'a pas d'impact sur les paramètres physiologiques. Une meilleure récupération des patients. Ça n'a pas d'impact non plus sur le temps chirurgical. Et donc, c'est vraiment, c'est un outil qui peut, avec l'accord de tous et si les conditions sont réunies, être un outil bénéfique pour les patients. Ça, c'était pour la douleur aiguë. On s'intéresse également à la douleur chronique et particulièrement dans le service d'algologie. On a pu ainsi réaliser une série d'études et dont certaines ont été réalisées avec le docteur Aminata Bissego qui travaille dans notre équipe. Et les premières études, en fait, on les a basées sur l'observation du travail clinique de l'équipe d'algologie. Et donc, classiquement, à cette époque-là, ça, c'était le parcours de soins d'un patient qui arrivait en algologie. Le patient devait avoir un screening initial, c'est-à-dire voir l'algologue et avoir une médication stable pour les 4 derniers mois pour pouvoir entrer dans la prise en charge globale. Et parallèlement à ça, on leur demandait de remplir une série de questionnaires par rapport à leur perception de la douleur, la perception de l'interférence de la douleur dans leur vie quotidienne, la gestion émotionnelle, dépression, anxiété, leurs croyances par rapport à la douleur et leur qualité de vie. Et puis, les patients devaient alors rencontrer aussi bien l'algologue, l'équipe infirmière, les kinés et la psychologue. Et suite à ça, on se réunit d'ailleurs toujours toutes les semaines pour faire une réunion multidisciplinaire, élaborer le diagnostic et proposer alors un traitement de groupe. Les traitements à ce moment-là étaient proposés selon les observations cliniques. Donc, soit les patients rentraient dans ce qu'on appelait le groupe contrôle parce qu'ils n'avaient pas envie de participer à une approche en groupe, soit les patients bénéficiaient de 20 séances de 2 heures de kiné, soit 8 à 10 séances de 2 heures de psychoéducation. Donc, la psychoéducation, c'était à ce moment-là des séances d'information sur la douleur chronique, les processus de la douleur chronique, pourquoi la douleur se chronifie, etc. Soit 20 séances de 2 heures de combinaison psychoéducation et kiné, et finalement 6 séances de 2 heures de la combinaison auto-hypnose et auto-bienveillance. Donc, juste un mot sur ces groupes-là. Donc, ces séances duraient 2 heures. Pendant ces séances, pendant 1 heure et demie, on donne une série de tâches que l'on appelle d'auto-bienveillance. Donc, ce sont des tâches au cours desquelles on propose aux patients concrètement de mettre des choses en place dans leur quotidien pour réapprendre à prendre soin d'eux-mêmes. Donc, par exemple, c'est se faire un plaisir par jour, observer sa communication. Est-ce qu'on utilise beaucoup le tu accusateur ou c'est connaître la liste de ses besoins, ses limites. Et on a ainsi une 50aine de tâches qu'on a dispatchées au cours des séances. Et à la fin de chaque séance, un exercice d'hypnose de 20 minutes est proposé en groupe avec un expert en hypnose qui accompagne. Et alors, le patient reçoit l'enregistrement sur un CD et il lui est demandé de l'écouter le plus régulièrement possible, sous-entendu tous les jours, afin d'apprendre alors à pratiquer l'auto-hypnose. Et finalement, quel que soit le groupe, tous les patients devaient remplir les mêmes questionnaires qu'en pré-traitement. Donc, dans cette première étude d'observation clinique, vous pouvez remarquer ici que le groupe qui rapporte le plus de bénéfices est le groupe de patients ayant bénéficié de l'auto-hypnose auto-bienveillance. Donc, on voit une diminution significative de la perception de la douleur, une diminution de l'interférence de la douleur dans le quotidien, diminution de l'anxiété, de la dépression et une amélioration de la qualité de vie au niveau mental.
Chez ces patients, on observe également une modification de leurs attitudes et de leurs croyances lorsqu'ils participent à ce type de groupe. Vous avez ici, d'une part, les patients qui ont bénéficié de la psychoéducation et de la kiné, rapportent une modification, une amélioration du sentiment de contrôle sur leur douleur, une diminution de cette croyance que si j'ai mal, c'est qu'il y a une lésion dans mon corps, et une diminution de l'attente d'un remède miracle. Les patients qui ont bénéficié de l'auto-hypnose auto-bienveillance rapportent à nouveau une diminution de la douleur, un meilleur contrôle, une diminution de sentiments d'interférence et de handicap, et alors de nouveau moins d'attente d'un remède médical, et ces effets ont été observés à plus long terme puisque 6 mois plus tard, on a pu retrouver les mêmes types de résultats. Et ces observations cliniques nous ont donné envie du coup de mener des études randomisées pour suivre les guidelines de l'evidence-based medicine avec des protocoles randomisés, contrôlés, etc. Donc, dans cette étude sur 203 patients, c'était le même screening. Donc, il fallait rencontrer toute l'équipe multidisciplinaire, remplir des questionnaires. On faisait un diagnostic multidisciplinaire, mais cette fois-ci, au lieu de proposer un traitement selon les observations cliniques, on randomisait les patients dans 4 groupes. Soit dans un groupe d'auto-hypnose auto-bienveillance, soit dans un groupe qui bénéficiait de l'auto-bienveillance, mais cette fois-ci avec un outil de musique issu de la musicothérapie. Donc, on a créé avec un musicothérapeute des morceaux musicaux basés sur les scripts hypnotiques. Et l'idée était qu'au cours de la séance, le patient écoutait cette musique avec le professionnel qui animait le groupe, recevait le CD et devait l'écouter également chez lui le plus régulièrement possible. Puis une série de patients qui n'ont bénéficié que de l'auto-hypnose et finalement des patients qui ont bénéficié de la psychoéducation qui au cours des ans a évolué, n'est plus uniquement de la psychoéducation séance d'information, mais qui ressemble plus à de la thérapie cognitivo-comportementale. Et puis de nouveau les questionnaires juste après, 6 mois plus tard et un an plus tard. On a évalué toute une série de variables, la douleur, la fatigue, l'anxiété, la dépression, etc. Je vais vous montrer les variables qui en sont sortis significativement modifiés. Donc, à notre grande surprise, en fait, tout d'abord, on n'a pas un groupe qui est ressorti comme montrant plus de bénéfices que l'autre. Donc, les 4 groupes rapportent des bénéfices significatifs au niveau de la diminution de la perception de la douleur, diminution des insomnies, modification de ce sentiment d'interférence de la douleur et de handicap au quotidien. On voit que ces patients sont passés d'un locus de contrôle externe à un locus de contrôle interne, une meilleure qualité de vie physique et alors une modification de leur attitude par rapport à la douleur. Donc, de nouveau, meilleur contrôle, moins de sentiments que si j'ai mal, c'est que j'ai une lésion grave, meilleur lien entre les émotions et la perception de la présence d'une douleur, moins d'attente d'un remède miracle et alors une modification au niveau des attentes médicamenteuses également. Et au niveau des processus, donc pour essayer de comprendre pourquoi l'hypnose permet à ces patients qui ont de la douleur chronique d'améliorer globalement en fait leur qualité de vie, ben, c'est intéressant de se pencher sur les mécanismes neurophysiologiques de la douleur chronique à proprement parler. Et il y a vraiment une belle littérature. Ici, ce ne sont que quelques exemples, mais qui montrent que la douleur chronique, les patients qui ont de la douleur chronique ne vont plus activer uniquement le réseau de la douleur que je vous ai présenté tout à l'heure, mais vont activer plus largement un réseau émotionnel en plus, ce qui fait que cette douleur va s'entretenir et est vécue différemment que lorsqu'on est dans un processus de douleur aiguë. Et alors, en fait, on voit que l'hypnose, il y a quelques études qui ont été réalisées sur l'hypnose et la douleur chronique qui montrent en résumé, donc là, vous avez les différents résultats des études, mais on a pu la résumer en une belle figure. L'hypnose, elle va impacter en fait ces régions préfrontales en vert, ces régions au niveau du cortex cingulaire antérieur et postérieur, en rose et en jaune, et l'insula. Et en fait, c'est certainement par la modulation de ce réseau à proprement parler que l'hypnose va permettre aux patients de modifier la manière dont ils vont vivre leur douleur chronique et donc la manière de la percevoir, de la gérer au quotidien et donc alors améliorer leur quotidien et leur qualité de vie. Donc ça, c'est pour la douleur chronique.
on a pu également proposer une application du même type d'approche autobienveillance, auto-hypnose à des patients en oncologie. Et c'est notamment le travail de thèse d'une postdoc qui est du docteur Charlotte Grégoire, qui est postdoctorante maintenant dans notre équipe, qui a de la même manière commencé par des études d'observation clinique où, donc on le sait, après un cancer, il y a différents effets secondaires qui sont liés, donc perception de la douleur, fatigue, difficulté de sommeil, détresse émotionnelle et difficultés cognitives. Donc ces différentes variables ont été étudiées chez une série de patients dans cette première étude qui inclut 99 patients. 99 patientes, parce que ici c'est une étude focalisée sur le cancer du sein. Et ces patientes ont pu choisir entre 3 approches, soit une approche par thérapie cognitivo-comportementale, soit l'apprentissage de yoga, soit l'apprentissage de l'auto-bienveillance et l'auto-hypnose. Donc, c'était au choix et vous voyez que les groupes sont déséquilibrés puisqu'on avait 68 patientes qui ont bénéficié de l'auto-hypnose, auto-bienveillance pour 21 en yoga et 10 en thérapie cognitivo-comportementale. Je pense que ça peut s'expliquer par le fait que c'est plus facile d'avoir accès à des thérapies cognitivo-comportementales ou du yoga que les groupes proposés au CHU de Liège. Donc ici, il y avait un intérêt aussi. Et puis, ces groupes-là étaient animés par le professeur Fémonville. Donc, il y a aussi toute la médiatisation autour de l'hypnose de Madame Fémonville qui font que ça peut avoir plus d'impact et d'intérêt pour les patients. Et de nouveau, c'est le même mécanisme dans cette étude. On évalue les patients avant. Les patientes reçoivent leurs 6 séances, quel que soit le groupe. On les évalue juste après, 3 mois plus tard, etc. Et ce que l'on a pu observer, c'est que les patientes qui ont bénéficié de la thérapie cognitivo-comportementale n'ont pas rapporté d'effet sur les différentes variables évaluées. Les patientes qui ont bénéficié du yoga rapportent une diminution d'anxiété et de dépression. Et finalement, les patientes qui ont bénéficié de l'auto-hypnose et de l'auto-bienveillance, elles rapportent plus de bénéfices puisque l'on observe une diminution de l'anxiété et de la dépression, une diminution de la fatigue et de l'insomnie et une amélioration de la qualité de vie. Et de là, on a de nouveau poursuivi avec un protocole randomisé. Et cette fois-ci, on a proposé à 96 patients d'apprendre l'auto-hypnose, l'auto-bienveillance. Alors, soit les patients étaient de manière aléatoire intégrés dans un groupe d'intervention directement après la passation des questionnaires, soit dans un groupe de liste d'attente, donc qui ne recevaient pas le traitement tout de suite, mais allaient le recevoir 4 mois plus tard. Et ça nous permettait ainsi d'évaluer un groupe qui recevait l'intervention et l'autre qui ne le recevait pas. Ce que l'on a observé ici, à nouveau, c'est que les patients qui ont bénéficié de l'auto-hypnose, auto-bienveillance ont rapporté une diminution de l'anxiété, de la dépression, de la fatigue et de l'insomnie. Et également une augmentation de la qualité de vie, mais également de l'estime de soi, une amélioration au niveau de la régulation cognitive. Et alors, on a également observé une amélioration de cette capacité de mindfulness, donc cette capacité à rester dans le présent, qui est en fait beaucoup travaillé dans les groupes, puisqu'on apprend dans les tâches d'auto-bienveillance aux patients à ne faire qu'une chose à la fois. Il y a vraiment un apprentissage qui se fait pour apprendre à rester dans le moment présent, ici et maintenant, et éviter d'alourdir le présent avec le futur, le présent avec le passé, être multitâche, etc. Donc, on a plusieurs tâches qui sont centrées là-dessus. C'est pour ça qu'on avait rajouté cette variable pour vérifier si ça avait un effet sur cette capacité de présence ici et maintenant. Et en effet, ça a pu être vérifié. Puis, on a voulu aussi comparer différentes populations. Donc, le cancer du sein, mais je vous avais montré les résultats tout à l'heure. Donc, on a ces améliorations au niveau anxiété, dépression, qualité de vie, fatigue et insomnie. Et puis, on a proposé exactement le même protocole à des messieurs atteints du cancer de la prostate. Et là, vous voyez que l'on n'a aucun résultat significatif, alors que le protocole était exactement identique. Mais si on regarde un peu plus précisément, en T0, donc avant les apprentissages, vous voyez que, par exemple, les dames étaient beaucoup plus anxieuses que les messieurs. Il y a moins de dépression chez les messieurs que chez les dames. Donc, on a des profils très différents entre les messieurs et les dames en pré-apprentissage. Et on s'est rendu compte également que lors de cette étude, lorsque je rencontrais les messieurs,
au moment de l'inclusion dans l'étude, ils sont venus par intérêt scientifique, pour faire avancer la recherche, pour aider à comprendre, mais n'étaient pas tellement dans l'expression d'un besoin de ce genre de soutien. Ils ont néanmoins participé à tous les groupes, ils ont rempli tous les questionnaires et on a observé en fait que la détresse émotionnelle, elle s'est installée beaucoup plus tard dans le processus. Donc c'est seulement en fin de parcours, quand moi je les revoyais 3 mois, 6 mois plus tard, que la détresse émotionnelle, l'anxiété, la dépression apparaissaient, parce que les effets secondaires liés à la chirurgie de la prostate mettaient plus de temps aussi à être vécus et à toucher l'identité probablement des messieurs, alors que dans le cancer du sein, ces processus se font pas dans la même temporalité. Et donc ici, cette étude, pour nous, elle est intéressante aussi, parce qu'on pourrait se dire, bon, on a un outil qui marche, on le propose à tout le monde. Ben non, on a un outil qui marche, proposons-le, mais il faut vraiment pouvoir choisir le bon timing, le bon moment pour que ça soit bénéfique pour le patient. Donc, ça nous permet aussi de réajuster cette manière de proposer ces outils-là. Puis, il y a aussi l'application qu'on a voulu en faire en pédiatrie. Donc, c'est des travaux qui se font en collaboration avec le docteur Chantrin au Mont-Légia. Et dans cette première étude, qui est une étude pilote, on a proposé cet apprentissage d'auto-bienveillance et d'auto-hypnose à des enfants et des parents en oncologie pédiatrique. Donc, vous voyez que au départ, c'est une étude de faisabilité. C'est pour ça que l'échantillon est petit. On voulait voir si c'était possible, si ça avait du sens. Donc, on a eu 9 enfants âgés entre 11 et 17 ans qui ont participé à l'étude et 13 parents. Donc, ce n'est pas le même nombre parce que pour certains des enfants, on avait un seul parent. Pour d'autres, on avait le binôme des parents qui participaient. Donc, aussi bien les enfants que les parents ont bénéficié de l'auto-hypnose, auto-bienveillance, avec 6 séances de 2 heures, mais les parents et les enfants n'étaient pas ensemble. Donc, c'était des groupes séparés. Et on a évalué ces parents et ces enfants avec des questionnaires avant et après, mais surtout avec des entretiens, ce qui nous a donné des données plutôt qualitatives. Et ce qu'on a pu observer dans cette étude pilote, au niveau des enfants, c'est que ces enfants rapportent une meilleure gestion des émotions négatives. Ils disent avoir augmenté leur capacité à se relaxer, à mieux se respecter, à se sentir plus assertifs et alors à utiliser plus fréquemment des exercices de respiration lorsqu'ils sont dans des situations de stress. Et ils disent aussi avoir apprécié de partager leur vécu avec d'autres enfants qui ont des vécus similaires. Au niveau des parents, le partage avec d'autres parents était utile pour eux. Ils disent avoir une meilleure régulation émotionnelle et que pour eux, c'est intéressant d'avoir un outil pratique pour aider l'enfant à être calme. Donc, c'est souvent des parents qui pratiquaient du coup l'hypnose avec leurs enfants, puisque les parents et les enfants recevaient les mêmes exercices. Et c'était un bon outil aussi pour se rappeler à eux-mêmes de prendre soin d'eux-mêmes, même dans ces moments très difficiles, que c'est ce qui leur permettait du coup de garder le calme et de garder une qualité de vie meilleure dans ces situations très stressantes. Donc, cette étude pilote nous a permis de poursuivre et donc l'étude maintenant se poursuit sur des plus larges échantillons pour pouvoir confirmer et faire des analyses un peu plus détaillées. On a aussi également un nouveau projet qui vient de commencer, qui a pour objectif de proposer à des patients en oncologie, tout cancer confondu, à part on exclut de cette étude-là les cancers cérébraux, parce qu'on fait des mesures d'EEG, donc des mesures cérébrales, et donc on pourrait avoir des biais par rapport à ça. Et les patients peuvent choisir entre l'apprentissage de l'hypnose, l'apprentissage de la méditation autocompassion et l'apprentissage de la transe cognitive. Donc ici, il y a une vidéo, mais on a testé le son tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas bien, donc ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer le lien, elle est sur YouTube, elle est facilement trouvable. Et donc, dans cette étude, je vous la présente parce que peut-être que vous avez dans vos pratiques des patients qui pourraient être intéressés. Les patients peuvent choisir entre ces 3 approches ou être dans un groupe contrôle, donc accepter de faire partie des personnes qui auront les questionnaires et les EEG, pas d'apprentissage parce que ça ne les intéresse pas, mais veulent bien revenir pour des questionnaires et EEG à 3 mois, 6 mois et 1 an plus tard. Et l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer évidemment les effets positifs sur la qualité de vie,
des différents outils, de voir s'il y a des différences dans les vécus subjectifs entre les trois techniques, des différences au niveau neurophysiologique. Et alors, notre idée, c'est aussi de comprendre les mécanismes sous-jacents à ces différentes pratiques. Donc ça, c'est une étude qui a commencé en janvier 2021 et qui dure sur 4 ans. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez, si vous avez des patients qui sont intéressés, vous pouvez les envoyer vers nous. Je regarde au niveau du temps. Donc, j'en arrive maintenant à l'application de l'hypnose en soins palliatifs. J'ai eu envie de vous présenter les choses récentes et qui nous permettent d'avoir un regard global sur cette question-là, et notamment via cette revue de la littérature. Alors, vous voyez qu'au niveau récent, on est en 2005, donc on a peu de revues de littérature récentes à ce sujet-là. Néanmoins, elle permet, cette étude, de voir que sur 27 études sélectionnées dans cette revue de littérature qui ont focalisé sur l'application de l'hypnose en soins palliatifs spécifiquement, vous voyez qu'au sein de ces 27 études, il y a 24 études de cas, une seule étude prospective, une seule étude observationnelle et une seule étude randomisée, ce qui est très peu. Les hypnoses utilisées, rapportées dans ces différentes 27 études, elles sont variables. Donc, il y a des inductions de relaxation par fixation visuelle ou par lévitation. Et alors, l'objectif, c'était, vous voyez ici dans le tableau, il y a des objectifs de dissociation, de régression, apprentissage d'auto-hypnose, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi ces études, les résultats communs, c'est que l'on peut rapporter une amélioration, donc des effets positifs au niveau de la douleur, de l'appétit, donc un regain d'appétit chez les patients, une amélioration des capacités respiratoires et une amélioration au niveau de la prise de poids. Mais voilà, avec cette petite attention que la majorité, c'est des petits échantillons et que donc on a besoin d'études randomisées, contrôlées et un peu plus rigoureuses pour pouvoir faire une généralité. Et donc, plus récemment, il y a 2 études qui ont appliqué un protocole randomisé. Ici, c'était l'apprentissage de l'hypnose chez des dames avec un cancer du sein métastatique, donc 124 patientes qui ont bénéficié soit d'une intervention, donc c'était des séances de 90 minutes une fois par semaine pendant 1 an, et autour de ces séances, le professionnel de la santé, c'était des séances en groupe, échangeait autour des problèmes rencontrés par les patientes avec des renforcements au niveau des relations, il manque un S, tout un échange autour du sens de la vie, et alors en fin de séance, un exercice d'auto-hypnose, ou alors les patients étaient dans un groupe contrôle, c'est-à-dire que dans ce groupe, les patientes recevaient du matériel didactique exactement sur les mêmes thématiques, donc le sens de la vie, les relations, les problèmes rencontrés au cours du cheminement autour du cancer du sein. Comment je fais? Moi, j'entends. Mais c'était du matériel didactique qu'elle pouvait utiliser à domicile et ce n'était pas dans des séances de groupe. Et vous voyez que dans cette étude, les auteurs sont focalisés sur l'évaluation de la douleur et la souffrance. Vous avez en pointillé cette évaluation douleur et souffrance au cours sur 1 année chez le groupe contrôle et en très plein en hypnose. Et vous voyez qu'il y a apparemment un effet de cette approche par hypnose et aussi, il y a évidemment l'effet de groupe, de séances de groupe, qui font que cette douleur et ces souffrances n'augmentent pas au cours de l'année par rapport au groupe contrôle. Et puis un peu plus tard, cette deuxième étude qui s'est intéressée à l'application de l'hypnose chez des personnes atteintes d'un cancer des os, de nouveau étude randomisée chez 39 patients en 2 groupes. Donc cette fois-ci, les patients étaient vus pendant 1 mois à raison d'1 fois par semaine et des séances de 50 minutes. De nouveau, c'était des échanges autour des problèmes, renforcement des relations, de nouveau au niveau du question du sens de la vie et des exercices d'auto-hypnose. Le groupe contrôle, lui, c'était des séances de groupe à nouveau sur 1 mois. Et là, c'était ce qu'on appelle des interventions supportive attention. Donc, c'est des échanges et il n'y a pas l'auto-hypnose associée à ce type d'intervention. Et vous voyez que lorsqu'on contrôle ici la douleur, c'est focalisé sur la douleur, que l'on compare entre le groupe hypnose et le groupe supportive attention,
On a des différences significatives dès la 2e session jusqu'à la 4e session, donc et sur le total des sessions également, au bénéfice des personnes qui bénéficient de la douleur. Et les auteurs ici ont pu aussi évaluer le niveau d'hypnotisabilité. Donc, le niveau d'hypnotisabilité, c'est notre sensibilité à l'hypnose. Donc, on dit qu'on a des personnes hautement hypnotisables. Je vous disais tout à l'heure les virtuoses de l'hypnose, ou des personnes médium ou des personnes low, donc faiblement hypnotisables. Et dans cette étude, les auteurs ont rapporté que plus les patients ont un score d'hypnotisabilité élevé, donc plus ils sont sensibles à l'hypnose, plus rapidement cette diminution de la douleur va être observée. Donc, même si tous les patients bénéficient, l'impact est plus rapide chez les patients qui sont plus sensibles à l'hypnose. Donc voilà ici au niveau littérature scientifique ce qu'on peut trouver sur l'application de l'hypnose en soins palliatifs. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire, mais néanmoins on voit qu'il y a un intérêt à utiliser cet outil-là dans ce contexte particulier. Et puis finalement, j'avais envie de vous parler de la réalité virtuelle combinée à l'hypnose parce que c'est un outil qui est très en vogue pour le moment et de plus en plus d'équipes médicales, d'équipes de soutien se tournent vers cet outil qui est encore en fait très peu compris et très peu étudié. Donc là, au sein de l'équipe, on a 3 personnes qui s'intéressent à cet outil, qui combinent les nouvelles technologies de réalité virtuelle avec les techniques d'hypnose. C'est-à-dire que visuellement, vous allez voir un film et au niveau auditif, vous allez entendre un script hypnotique, donc un audio enregistré avec des suggestions d'hypnose qui ont été faites pour coller avec l'image que vous voyez sur le film avec les lunettes. Malgré l'engouement de cet outil, on voit qu'il y a une commercialisation qui augmente de plus en plus. Si on se tourne au niveau scientifique, il y a très peu d'études réalisées. Vous voyez que dans notre revue de littérature très récente, on a trouvé 8 études qui sont intéressées à la combinaison réalité virtuelle et hypnose sur la perception de la douleur et les résultats ne sont pas consistants. Donc, malgré ces 8 études, on ne peut pas tirer un message consistant dans le sens où on ne peut pas encore affirmer que la combinaison des 2 outils va booster l'effet ou de l'hypnose ou de la réalité virtuelle. Et donc, c'est notre travail actuellement, c'est de vérifier, d'étudier cet outil de manière plus précise, comme vous le voyez sur cette photo, en combinant l'enregistrement de l'activité cérébrale avec une série de questionnaires qui nous permet de vérifier, d'étudier le vécu phénoménologique de la personne. Et dans cette première étude, on s'est intéressé à la perception de la douleur et donc on a demandé aux personnes d'évaluer l'intensité de la douleur, mais de l'inconfort également et de leur anxiété. Vous avez en rouge dans la condition contrôle, donc l'état de conscience normal sans la réalité virtuelle hypnose, et lorsque les personnes bénéficient de la réalité virtuelle hypnose en bleu. Donc on voit que l'intensité de la douleur, la perception est diminuée en réalité virtuelle hypnose, la sensation d'inconfort également, et le niveau d'anxiété est également diminué chez les volontaires sains, avec une modification de l'activité cérébrale. Donc vous avez en bleu de nouveau ici les courbes. Non, c'est l'inverse. Donc ici, en bleu, c'est le groupe contrôle, la condition contrôle, et en rouge, la réalité virtuelle, au niveau de différentes électrodes, frontales, centrales et postérieures. Et vous voyez que les réponses ont une moindre amplitude en réalité virtuelle hypnose. Donc, il y a une modification de la réponse cérébrale, ce qui nous a donné envie également de voir au niveau clinique comment on peut le proposer, est-ce que c'est faisable. La première étude de faisabilité que l'on a faite, c'est aux soins intensifs chez des patients opérés au niveau cardiaque, chez 100 patients. Et là, on a comparé l'hypnose seule, la réalité virtuelle seule et la combinaison des 2 outils. Et on s'est intéressé sur plusieurs variables. Et on a remarqué qu'en fait, les 3 outils se valent pour diminuer, pour l'effet sur l'anxiété, la douleur, la fatigue et la relaxation de ces patients. Donc, c'est une population très spécifique. Donc maintenant, c'est à étudier dans d'autres types de populations de patients. Du coup, je me suis posé la question, qu'en est-il de cette réalité virtuelle hypnose en soins palliatifs? Alors, on trouve des études sur la réalité virtuelle seule en soins palliatifs, l'hypnose seule en soins palliatifs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, cette étude sur 13 patients montre une diminution de la douleur.
Cette seconde étude, donc c'est 2 études très récentes, 2022-2021. Cette seconde étude, 20 patients, on voit qu'il y a une diminution des tensions, du stress et de l'anxiété, une amélioration de la relaxation et de l'humeur. Sur la réalité virtuelle et l'hypnose combinée, pour l'instant, on n'a aucune étude. Donc là, tout le travail reste à faire et ça serait intéressant de nouveau de voir si c'est un outil qui pourrait être adapté à cette population et les aider pour améliorer leur quotidien ou les aider à gérer la douleur, l'anxiété, la gestion émotionnelle. Donc, c'est à faire dans le futur. Donc, en quelques mots, vous avez retenu, j'espère, que l'hypnose est un état de conscience modifié ou non ordinaire, où les variables d'absorption, dissociation sont augmentées, où la conscience de soi est modifiée, où on a moins de conscience de l'environnement et on voit que le cerveau fonctionne différemment pour ces différents réseaux. Vous avez compris qu'il y a un intérêt clinique au niveau de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, qu'il y a une amélioration pour quelles que soient les populations dont je vous ai parlé au niveau de la qualité de vie, de la détresse émotionnelle, du sommeil, des attitudes et des croyances, et que l'on peut observer grâce à la neuroimagerie une modification par exemple, de ce réseau de la douleur lorsqu'on est en hypnose, qui permet de mieux comprendre le vécu subjectif des personnes. Et puis aussi cet intérêt vraiment de combiner la clinique et la recherche pour vérifier, infirmer ou confirmer nos impressions cliniques, pour ne pas rester dans des dogmes et des croyances sans les vérifier, ce qui nous oblige aussi à être très intègres et transparents sur le travail que l'on fait. Ça nous permet de comprendre les mécanismes, la nécessité aussi de publier les résultats, puisque ça nous permet alors après de diffuser ces résultats et de les partager, d'établir des guidelines au service des cliniciens, d'ouvrir à d'autres questionnements, parce que chaque étude qui se termine, c'est des nouvelles questions qui se posent, et d'éviter les pièges de la dogmatisation. Et c'est surtout, en fait, ça permet de donner du crédit à ces outils pour pouvoir les intégrer de manière translationnelle ensuite dans la pratique clinique. Et je vous remercie pour votre attention. Évidemment, un grand merci à tous les patients qui participent à ces études, à nos équipes. Et si vous avez envie de me contacter ou besoin de me contacter par la suite, vous avez mon email ici. Je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention.